Fidèles téléspectateurs, amoureux de développement, bienvenue à cette autre édition de Capital Social. Capital Social est cette tribune qui vous étale l'étendue du savoir-faire et le travail, ainsi que les réalisations des acteurs de développement et leurs partenaires. Olivier Martial Tanque-Boning est l'invité de cette haute production. Il est chargé de programme au CEFAN, une ONG camerounaise qui œuvre pour la qualité de l'éducation. CEFAN, entendez Cameroun Education for All Network, est une organisation de la société civile camerounaise. L'expert en montage et suivi-évaluation des projets est la découverte en matière de développement de ce numéro de Capital Social. La suite dans un instant pour en savoir davantage sur l'acteur et son parcours. D'entrée de jeu, Monsieur Olivier Tanque, vous êtes en séjour en Gaoundéré. Comment trouvez-vous la métropole de la région du Château d'Eau? En Gaoundéré, je vais dire, très bonne impression. Après 6 ans, parce que j'étais en Gaoundéré en 2014 pour participer à l'élaboration du business plan de l'usine de Mongolie, c'est à Niabaka, avec le BIP piloté par le Minepat. En 2014, j'étais l'un des consultants en charge de l'élaboration de ce business plan. Donc quand je suis revenu, ça a beaucoup d'impression que j'ai vu l'évolution de la ville de Gaoundéré. Fidèles téléspectateurs, vous suivez Capital Social sur votre télévision. L'édition de ce jour est consacrée à Olivier Martial Tanque-Boning, chargé de programme au CEFAN, Cameroun Education for All Network, avec qui nous nous entretenons. Actuellement, nous allons entrer dans le profil. Monsieur Tanque-Olivier est un jeune Camerounais qui travaille sur les questions de développement en général et beaucoup plus sur les questions de montage et sur l'évaluation des projets. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans les consultations en développement. Donc, on a beaucoup appris, on a aussi beaucoup capitalisé. C'est toujours avec plaisir que nous partageons ce qu'il y a à notre niveau. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait sur le plan professionnel. Mais il faut dire que sur le plan académique, j'ai fait mes études en comptabilité finance. Parlez-nous de cette activité, ma foi technique, qui vous a amené dans nos murs. Travailler dans le cadre de nos missions, l'étude de notre mission, c'est une étude qui porte sur l'éducation inclusive, avec un accent sur le genre, et précisément sur l'éducation de la fille dans les zones d'éducation prioritaire et en général dans la région d'Adamawa en particulier. Donc, nous sommes venus pour lancer cette étude au niveau de l'Adamawa et nos équipes de la région de l'Adamawa vont continuer l'action, bien évidemment, avec notre supervision. Nous savons que vous êtes chargé de programme au CEFAN, Cameroun Education for All Network. Parlez-nous de cette organisation. Oui, il faut dire que le CEFAN, c'est en anglais, c'est une application qui est en anglais qui signifie Cameroun Education for All Network. La traduction française signifie Coalition camerounaise des organisations de la société civile pour l'éducation. C'est vrai que l'opinion générale préfère entendre réseau, mais chez nous c'est une coalition, puisque c'est une coalition actuellement de 72 organisations de la société civile implantées sur l'ensemble du territoire national qui
dit pour notre cause. Notre cause, c'est l'amélioration du système éducatif pour une éducation de qualité pour tous, sur le même pied d'égalité, et surtout promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, conformément à l'objectif de développement durable numéro 4 consacré à l'éducation. Pourquoi avoir créé une telle organisation? Pour dire l'idée découle du Forum mondial sur l'éducation de Dakar en 2001. À l'issue de ce forum, il y a la partie 4 du rapport de ce forum qui interpelle ou recommande tout l'ensemble des États membres des Nations Unies à impliquer les organisations de la société civile dans le suivi des 6 objectifs de l'EPT. L'EPT entendu éducation pour tous. Et c'est dans cet esprit qu'en 2005, 60 organisations se sont mobilisées comme ça pour tenir l'Assemblée générale extraordinaire en vue de la création du CEFAN qui a été officiellement déclaré le 1er décembre 2005. Tout ce qui touche à l'éducation se veut très sensible. Alors, parlons un peu des missions et objectifs du CEFAN. L'objectif de départ est suffisamment clair. Voilà, la mission assignée à notre coalition était suffisamment claire, à savoir suivre déjà les 6 objectifs de l'EPT, c'est-à-dire l'éducation pour tous. Donc, dans cette lancée, le CEFAN avait été retenu dans la commission de suivi de la mise en œuvre de ces objectifs, de ces 6 objectifs de l'éducation pour tous au Cameroun. Alors maintenant, de façon plus large et dans la continuité, le CEFAN se présente désormais comme un acteur, certes de la société civile, mais appelé à beaucoup contribuer dans le cadre non seulement du suivi des politiques publiques de l'éducation, mais beaucoup plus aussi dès le départ, c'est-à-dire l'élaboration, la planification de ces politiques publiques de l'éducation. Voilà notre mission principale et peut-être comment nous matérialisons cette mission. Ça se fait à travers notre action principale qui est le plaidoyer. Le plaidoyer. Le plaidoyer pour nous, c'est de porter à la connaissance des décideurs, c'est-à-dire le gouvernement et les collectivités territoriales décentralisées. Actuellement au Cameroun, c'est les maires, en attendant la mise sur pied des régions. Donc ces 2 organes, le gouvernement et les collectivités territoriales décentralisées, à prendre des décisions au profit de l'amélioration du système éducatif au bénéfice des populations ou de la communauté éducative en général. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Capital Social avec Olivier Martial Tanko-Boning, cadre au CEFAN, qui nous parle aujourd'hui de son parcours, de ses réalisations, mais nous allons là présentement nous étaler sur la capitalisation de son expérience. Avez-vous l'impression, après tout ce parcours, que les activités et plaidoyers menés par le CEFAN ont porté? Chez nous, depuis la création, je peux dire notre participation, parce qu'en fait le plaidoyer, ce n'est pas nous qui prenons les décisions, nous amenons plutôt les décideurs à prendre effectivement les décisions. Ce qui signifie que nous faisons un travail de contribution. Déjà avec les objectifs, les 6 objectifs de l'éducation pour tous, nous étions dans la commission et c'est ensemble dans la commission que nous avons pensé que les 6 objectifs, c'était, il y avait un objectif principal qu'il fallait attacher du prix, à savoir l'éducation à la citoyenneté.
la communauté internationale n'avait pas suffisamment pris cela en compte. Donc nous avons engagé avec l'équipe de la commission des plaidoyers à interpeller pour m'atteler cet élément sur l'éducation, la citoyenneté, et que nous pensons qu'il y a une satisfaction gain de cause en 2015 avec l'adoption d'une cible 7 de l'ODD 4 qui prend en compte l'éducation, la citoyenneté et le développement durable. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, quand les crises multiformes déclenchent au Cameroun, principalement avec les réfugiés à l'est et Boko Haram à l'extrême nord, nous, au CEFAN, nous avons mis en place notre stratégie de plaidoyer qui ne commence toujours pas à rassembler les évidences. L'un des mécanismes pour rassembler les évidences, c'est-à-dire les faits, les réalités, le moins contestables possible, ça passe par des études scientifiques. Donc, quand les crises ont déclenché, nous avons engagé des études à l'est, des études à l'extrême nord pour savoir ce qui se passe. Le premier constat que nous avons observé, c'est que dans le document de stratégie du secteur de l'éducation et de la formation du Cameroun, horizon 2013-2020, le gouvernement n'avait pas, j'ai envie de dire, suffisamment pris en compte les aspects d'éducation en situation d'urgence ou en situation de crise. À quel niveau êtes-vous dans ce chantier fastidieux d'amélioration qualitative de l'éducation pour tous? Le gouvernement lui-même, comme il n'avait pas anticipé sur ces crises, avait déjà du mal à anticiper sur les solutions. Ça va de soi. On n'avait pas prévenu et du coup, il y a eu certaines lenteurs, lassisme dans l'implémentation des mécanismes de riposte. Au sortir de l'étude, nous avons commencé à sonner la lettre pour dire, bon, écoutez, il est important d'accorder une place pour l'éducation en situation d'urgence dans nos politiques éducatives. J'ai le sentiment que de nos jours, ça commence à être pris en compte. Si je me réfère au dernier diagnostic du secteur de l'éducation, qui est en cours d'élaboration, mais qui consacre déjà un chapitre spécial sur l'éducation en situation d'urgence. Et je crois bien et j'espère que le nouveau document de stratégie du secteur de l'éducation va prendre en compte un chapitre consacré à l'éducation en situation d'urgence. Ça c'est les résultats de façon macro. Je ne vais pas entrer dans les spécificités, etc. En termes d'annonces, d'alerte, de signalisation, de faits ou des correspondances, entre autres, rédigées pour éclairer les doléances des populations auprès de nos dirigeants. Vous suivez Capital Social, consacré à Olivier Martial Tanko-Boni. Parlons des actions. Pour le moment, dans notre agenda, nous avons 3 projets avec les différents partenaires. Le premier projet, c'est effectivement le principal, l'éducation à voix haute, qui est un projet intégré dans le vaste programme de partenariat mondial pour l'éducation, à savoir le plaidoyer et responsabilité sociale. Ce projet a 3 composantes opérationnelles. La première composante, ça concerne beaucoup plus de coalitions nationales, dont le CEFAN, qui a entre lignes, qui s'inscrit dans entre lignes de la continuité d'un projet toujours de partenariat mondial pour l'éducation que nous avons mis en œuvre, nous avons été partie prenante de la mise en œuvre au Cameroun, à savoir le Forum de la société civile pour l'éducation pendant 10 ans, 2009-2019. Il y a cette composante, il y a une composante 2
qui concerne l'ensemble des acteurs de la société civile et une composante 3 qui est transversale, les sociétés civiles locales et internationales. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est avec Backup Education, géré par la GIZ, basée à Berlin, en Allemagne. Avec eux, nous travaillons sur le renforcement des capacités de la société civile et des administrateurs locaux sur les questions de suivi et évaluation des politiques publiques au niveau local et surtout la budgétisation. Actuellement, nous sommes sur le terrain dans 3 régions, l'extrême nord, du rural et centre. C'est de regarder ensemble avec les maires ou alors les collectivités territoriales décentralisées comment améliorer le financement de l'éducation au niveau local. Quelles sont les difficultés rencontrées, la part du budget d'investissement public alloué aux collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que ça permet de répondre efficacement aux besoins exprimés? Notre but, c'est surtout de veiller déjà au mécanisme, à la transparence et à la portée de ce qui est alloué. Est-ce que ce qui est alloué est d'abord suffisant? Le peu qui est alloué, est-ce que c'est bien géré selon les règles nettement, clairement établies au profit des populations? Maintenant, en termes de suffisance, est-ce que lorsqu'on fait l'enveloppe globale, est-ce qu'on atteint 6% tel que recommandé par l'ODD4, tel que recommandé par les conventions internationales qui recommandent d'allouer au moins 6% du PIB dans le secteur de l'éducation? Nous remarquons que le CEFAN est comme une instance fêtière. Alors, avec quel type d'organisation travaillez-vous? Bon type d'organisation, en fait, ce sont les organisations de la société civile en général qui sont les membres de la coalition CT12. Nous appuyons sur cette organisation qui sont membres, qui sont d'ailleurs, j'ai envie de dire, propriétaires de CEFAN en tant que membres de plein droit. Qui ont le droit de participer à l'Assemblée générale, et nous savons que dans l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la plupart des organisations, donc le CEFAN aussi. Donc quand on a le droit de vote, on a le pouvoir. On dit régional, peut-être quand on dit régional, on ne va pas vite comprendre, on va plutôt le dire régional. Mais quand on parle de régional ici, c'est plutôt l'Afrique. Donc au niveau de l'Afrique, il y a une coalition régionale africaine qui est en CEFA. African Network Campaign for Education. Donc c'est cette instance fêtière qui nous encadre, qui nous appuie techniquement pour l'élaboration des différents projets. Ça c'est au niveau africain, au niveau mondial aussi, il y a la campagne mondiale pour l'éducation qui encadre l'ensemble des organisations de la société civile de l'éducation au niveau mondial. Fidèles téléspectateurs, vous suivez Capital Social, consacré à Olivier Martial Tanko-Boning, cadre, expert en montage, suivi, évaluation de projets à CEFAN, une organisation de la société civile camerounaise. Comment analysez-vous la qualité d'accès à l'éducation au niveau septentrional en particulier et au Cameroun en général? L'égalité d'accès telle que recommandée ne manque pas de tout que ce soit dans l'individu ou que ce soit. Ça émane d'une concertation large et une résolution des Nations Unies. Le Cameroun est membre des Nations Unies. Lorsqu'on achève, lorsqu'on évalue les objectifs du millénaire pour le développement des OND en 2015 et qu'on adopte les 17 objectifs de développement durable, les ODD, parmi les 17, il y a l'ODD 4 qui stipule clairement qu'il faut assurer l'éducation de qualité pour tous.
sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, parmi ces mots, il y a les mots sur un même pied d'égalité. Sur un même pied d'égalité, ça veut dire qu'il faut laisser personne pour compte. Fille, garçon, personne valide ou pas valide, minorité ou pas. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut respecter la tradition. Mais sauf que dans le respect de la tradition, il ne faut pas surtout se fermer. Il faut regarder ailleurs, il faut regarder au-delà des frontières, avec son intelligence, avec son cerveau, pour apprendre à capter ce qui est bon et revenir implémenter chez soi. Je crois que ce n'est qu'en s'ouvrant qu'on peut mieux se développer, mais si on reste campé là, on aura un peu du mal à s'épanouir à un certain moment. Donc, la pertinence de l'éducation pour tous les l'a démontré, chacun observe qu'il y a les résultats. Si aujourd'hui on a les présidentes de la République dans certains États, on a des ministres dans notre pays qui sont des femmes, on a des directrices ou généraux, on a des femmes mères députées. Alors qu'est-ce que les gens veulent pour comprendre que autant le garçon que la fille, on peut assumer des responsabilités de haut niveau, et pour assumer des responsabilités de haut niveau, ça passe forcément par l'éducation. Ça, c'est ce qui concerne la jeune fille. Parlons maintenant des APE. Vous savez qu'il y a suffisamment de polémiques ou alors de choses qui se disent sur leur fonctionnement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les fondements légaux des APE? Les APE, c'est en interne, c'est-à-dire c'est une association libre que les parents peuvent se mobiliser et dire bon, notre école, alors réunissons-nous pour apporter une modeste contribution pour le développement de notre école. Ça, c'est la liberté au sens de la loi de 90. Donc, c'est ce que je pense par rapport aux APE, qui n'a rien à voir forcément avec la démarche gouvernementale. En principe, sur le principe, ils sont libres. Pour maintenant, dans le fonctionnement, il y a des obstacles, il y a des contraintes imposées par le gouvernement. Là, c'est autre problématique que les gens peuvent peut-être soutenir avec des éléments qu'ils ont. Ouais. Comme je l'ai dit, dans le fonctionnement, les parents peuvent s'entendre, encore qu'on est passé des APE aux APEE. Donc, APE, c'est l'association des parents et élèves, mais on a associé les enseignants pour ajouter le deuxième E, l'association des parents, élèves et des parents d'élèves et enseignants. Donc, je crois que l'État sait que même au quartier, il y a des tontines, il y a des associations qui se créent et qui fonctionnent normalement avec les statuts. Les statuts, c'est un test juridique, on peut s'appuyer sur ça pour défendre une cause juridique. Ils ont peut-être des registres de commissaires aux comptes pour le suivi de la comptabilité des finances et tout. Ne pensons pas que si dans une tontine ou dans une association quelconque qui n'a pas été déclaré, si tu affiches un mauvais comportement ou alors tu posais un acte, un délit, tu ne peux pas être poursuivi là. Tu peux être effectivement poursuivi. Sur la base des statuts du groupe, tu peux être pénalisé, mais sauf qu'il est recommandé de se faire connaître par l'autorité locale. Il faut déclarer vraiment votre association. Nous avons tendance à observer dans notre pays un certain nombre de dérives ou alors à entendre les acteurs relever ces aspects. En ce qui concerne le fonctionnement des APE, entendons association des parents d'élèves et enseignants dans certains établissements. Que pensez-vous de cela? Ce qui peut-être peut gêner, c'est le fait de voir peut-être une condition de l'APE affecter l'élève. C'est là où il peut y avoir problème. Bon, je suis dans les éventualités. Parce que pour nous, tout ce qui n'est pas officiel reste éventualité, parce qu'il faut prouver. Donc quand il dit si une condition de l'APE affecte directement l'élève. Par exemple, si
dans les statuts, prévoit que si un parent ne paye pas les frais d'APE, l'élève ou alors son fils n'a pas accès à l'éducation ou aux examens de l'école. Là, il y a problème. Vous voyez la nuance. Il y a problème parce qu'en fait, le fonctionnement de l'APE, il doit en rien conditionner l'accès à l'école de l'enfant. L'APE, c'est pour les parents. Les élèves, on a dit accès. Vous ne payez pas le prêt exigé, mais vous avez droit à aller à l'école. Vous avez droit aux compétitions, vous avez droit à tout. Donc, organisez votre fonctionnement de sorte que ça n'affecte pas les élèves. Vous pouvez vous organiser en disant que bon, ok, l'État a créé notre école primaire publique dans tel village, dans X ou Y village. Nous savons que les procédures administratives prennent parfois du temps. En attendant que l'État nous affecte suffisamment d'enseignants, nous-mêmes, comme le problème, c'est un problème de village, c'est nos enfants qui souffrent, qui ont besoin d'aller à l'école. En attendant, on peut aussi quand même un peu soutenir le gouvernement en recrutant un ou deux fils et peut-être lui donner ne serait que l'argent pour se déplacer ou alors pour prendre un bébé avant de dispenser les enseignements. On appelle ça généralement les maîtres. Monsieur Olivier Tanque, nous nous réjouissons d'avoir un invité de votre trame pour nous accompagner dans l'analyse de l'aspect éducationnel sur le plan de développement de l'éducation de qualité dans notre pays, voire en Afrique. Et c'est l'occasion pour nous de vous demander de nous éclairer davantage sur le cadre de fonctionnement réglementaire des APE qui parfois échappe un peu aux téléspectateurs qui nous suivent et même à la majorité des Camerounais. Que le fonctionnement de l'APE, pour moi, à mon sens, ne doit en rien impacter sur l'éducation de l'enfant. En réalité, s'il arrive que sur le terrain, certains dirigeants d'école impose quoi que ce soit aux élèves sous le prisme de l'APE, je pense, à mon avis, à mon avis, qu'ils sont en train de sortir de la ligne normale. Ils sont en train de sortir de la ligne normale. S'il y a un problème pour le fonctionnement de l'école, il y a les concertations de l'APE, il y a les réunions des APE. Je crois que les réunions de l'APE, le directeur de l'école a son mot à dire. Le directeur de l'école a son mot à dire. Le directeur de l'école a cette possibilité de poser les problèmes du fonctionnement de l'école aux parents, qu'ils écoutent et adoptent eux-mêmes les solutions pour apporter peut-être quelques solutions aux problèmes posés par le directeur de l'école ou alors les dirigeants de cette école. Revenons sur le Céphane pour chuter et sortir de cet entretien. Comment est-ce que cette organisation accompagne les autres structures de la société civile camerounaise? Les organisations membres du Céphane, ce sont d'abord des organisations autonomes, il faut le préciser. Ce sont des organisations autonomes, mais peut-être dans notre démarche, ils ont remarqué quelque chose de positif et qu'ils adhèrent à notre course. En ce moment, notre société paye et si je demande l'adhésion au Céphane, on les accueille. Une fois que vous êtes membre du Céphane, vous avez le droit d'accès à tout ce que le Céphane fait comme intervention. Déjà, quand vous arrivez, vous devez justifier, vous devez motiver pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous intéresse et ce que vous pouvez aussi apporter au Céphane. Ça, c'était. Donc, en tant qu'entité autonome, nous supposons que vous travaillez déjà, vous avez une certaine expertise, que vous pouvez nous accompagner. Mais une fois que vous êtes là, chaque fois que vous organisez nos activités, vous doit vous impliquer aussi à tous les niveaux possibles, oui, pour que ensemble nous portons les plaidoyers. Donc, l'une des spécificités chez nous, c'est que nous arrivons en tant que coordination nationale à affecter certaines activités à notre niveau aux organisations membres pour qu'ils mettent en œuvre. Fidèles téléspectateurs, vous suivez Capital Social, consacré à Olivier Martial Tanque Boning, cadre
expert en montage, suivi, évaluation de projets à CEFAN, une organisation de la société civile camerounaise. Et avec lui, nous allons un peu évoquer les partenaires qui accompagnent le CEFAN. Au Cameroun, pour implémenter cette recommandation, avec le soutien de l'UNESCO et du plan international Cameroun, la Société internationale de linguistique, la CIL, et bien d'autres partenaires qui nous ont beaucoup encouragés, mobiliser les organisations de la société civile qui ont porté sur les questions d'éducation à se mettre ensemble pour mettre sur pied le réseau, voilà la coalition. Monsieur Olivier Martial Tanque-Bonin, chargé de programme au CEFAN, entendons Cameroun Education for All Network. Merci d'avoir accepté l'invitation de Capital Social sur Fadar Television. Nous vous prions de nous faire encore l'honneur d'être parmi nous à un de vos autres passages dans cette charmante ville. Nous vous donnons rendez-vous, fidèles téléspectateurs, pour une prochaine production. Entre-temps, restez scotchés à nos programmes, mais surtout, restez fidèles au développement local, développement personnel, développement de compétences que prônent les acteurs de développement et leurs partenaires. Capital Social de ce jour arrive à son terme. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Restez fidèles. À la prochaine.